Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À l'époque, les banques, les maisons de commerce et les crédits se développent tout juste, aggravant quand même considérablement l'impact de la fabrication de fausses monnaies. Ce petit délit devient donc associé à de la haute trahison. C'est la même chose à partir de la Révolution française. Chez nous, évidemment. Si 80% des convicts viennent des villes anglaises, tout le reste ou presque vient des zones rurales, et notamment des campagnes irlandaises. Là-bas, la révolution industrielle a complètement bouleversé les modes de vie traditionnels, en transformant par exemple les habituelles parties de chasse sur les terres communales en braconnage. Par résultat, les paysans ont faim, la misère qui sévit dans les campagnes irlandaises, couplée à la famine qui s'y propage, entraîne une montée impressionnante du vol, de la violence et des agressions. Du côté des femmes, la loi est particulièrement sévère, contrairement aux détenus masculins. La plupart des femmes embarquées en direction des colonies n'en sont qu'à leur tout premier méfait. Pire encore, en 1828, les 2/3 des convicts féminines à bord du navire Elizabeth n'ont même jamais commis de crime du tout. En fait, même si les femmes sont moins sujettes aux violences et aux délits en tout genre, elles restent essentielles, évidemment, à la construction des nouvelles sociétés britanniques outre-mer. L'objectif est évidemment de fonder au plus vite les premières familles coloniales, en mettant au monde les premières générations d'enfants nés sur le nouveau territoire britannique. Le problème, c'est que la transportation des femmes est complètement irrévocable. Une fois qu'elles quittent le vieux continent, c'est impossible pour elles de revenir auprès de leur famille. L'administration, en plus, ne prévoit jamais de rapatrier les convicts vers la Grande-Bretagne, c'est pas le but, et il est par ailleurs interdit pour les femmes de travailler sur les navires marchands, comme les hommes le font, détruisant pour elles tout espoir de retour sur leur terre natale. Ainsi, du petit bandit au grand criminel, en passant par la pauvre femme innocente, beaucoup de prostituées aussi, on va pas se mentir, la nouvelle colonie australienne accueille un panel assez large de convicts plus ou moins dangereux que l'Empire britannique souhaite éloigner encore une fois du vieux continent. Mais parmi ces exilés se cache encore une catégorie bien particulière, les prisonniers politiques. Bah oui, après tout, quoi de mieux, encore une fois, que la transportation pour mettre à distance des opposants politiques un peu trop véhéments. Et si on faisait ça encore aujourd'hui, ce serait drôle, non ? Je plaisante, bien sûr. On retrouve parmi eux beaucoup d'Irlandais dont le gouvernement se méfie particulièrement depuis leur insurrection de 1798. Vous retrouvez ça d'ailleurs dans Downton Abbey. Même si ça se passe un peu plus tard, vous avez la même chose. Vous avez toujours cette angoisse par rapport aux Irlandais. Forcément, c'est des communistes. Forcément, c'est des opposants. Entre 1791 et 1803, c'est donc plus de 2000 Irlandais, notamment accusés de troubles à l'ordre public et de conspiration contre l'Empire, qui sont envoyés en exil. Les leaders nationalistes et indépendantistes irlandais en font bien entendu partie. S'ajoutent enfin à ça les meneurs des mouvements ouvriers qui réclament à cette époque une reconnaissance juridique et politique de leur situation sociale pour espérer améliorer leurs conditions de vie désastreuses. C'est les débuts de tout ça. Bref, les convicts ne sont finalement pas que des criminels. Ou en tout cas, ils ne le seraient pas forcément tous pour nous aujourd'hui. Ainsi, les colonies britanniques, dont la Nouvelle-Galles du Sud, se remplissent de toutes sortes de gens au passé, aux intentions, aux principes, aux religions et aux idéaux totalement différents. Une sorte de société miniature, forcée de reprendre tout à partir de zéro, si vous préférez, une espèce de melting pot absolu. Avec le temps, les origines criminelles des premiers colons australiens sont même refoulées, alors que les habitants de l'île tentent de se créer une identité propre dont ils pourraient être fiers. C'est finalement juste avant 1840, alors qu'un système carcéral national est progressivement mis en place, que la transportation devient l'unique alternative à la peine de mort. Seuls les crimes les plus graves sont désormais punis de l'exil et le nombre de transportés baisse alors considérablement. Et là, on se rapproche bien sûr de la fin de l'ère des transportations. Au même moment, en Nouvelle-Galles du Sud, une certaine rancœur aussi commence à gagner les rangs des colons, bien conscients d'être constamment comparés à des gueux ou à des malfrats sans honneur. Ils se lassent petit à petit du peu d'estime que leurs confrères de Grande-Bretagne leur portent et que leur confère la Grande-Bretagne. Les années ont pourtant passé.
L'arrivée de la première flotte britannique sur l'île australienne ne date pas d'hier. Entre-temps, une nouvelle civilisation s'est construite pièce par pièce et les convicts envoyés sont devenus, à force de travail, de véritables ouvriers industriels, agricoles. La plupart des prisonniers arrivés sur les premiers navires ont d'ailleurs déjà purgé leur peine et se sont repentis depuis longtemps, laissant leur passé criminel loin, très loin derrière eux. Pour couronner le tout, de riches et respectables immigrés libres vivent maintenant sur l'île, formant une classe dominante facilement comparable à la respectable gentry anglaise du vieux continent. Mais, comme on dit, les clichés ont la vie dure, malgré tout, le chemin parcouru par les colons, leur désir de reconnaissance reste inassouvi, et leur réputation de lépreux continue à leur coller à la peau. C'est donc décidé. Puisque les convicts vivant ici salissent irrémédiablement l'image de la colonie, l'Australie ne les accueillera plus. Bis repetita. De toute façon, les salariés libres sont menés depuis trop longtemps par la main-d'œuvre bon marché que représentent les prisonniers. Si on ajoute à ça le désir australien de s'émanciper, encore une fois, de la Grande-Bretagne, eh bien, l'arrêt de la transportation prend soudainement tout son sens. En tant que colonie pénitentiaire, la Nouvelle-Galles du Sud est en effet coincée, mais en se débarrassant de ce statut, elle peut enfin espérer gagner en autonomie politique par rapport à la couronne. De son côté, l'Empire britannique est face à un dilemme. Pour lui, les enjeux de la transportation ont toujours été doubles. Il s'agit d'abord d'éloigner les malfrats, je reviens dessus, de la société respectable du continent, c'est vrai, mais il s'agit aussi d'implanter une civilisation britannique qui soit viable, si vous voulez, de l'autre côté de la Terre, pour pouvoir développer ses débouchés commerciaux. Encore une fois, ils fabriquent leurs propres clients. Dans cette optique, il est impératif que des sujets britanniques s'installent de leur plein gré en Australie. Et c'est alors que la transportation devient la carotte, si vous voulez, au bout du bâton. En effet, la promesse d'une main-d'œuvre moins chère et moins protégée par la loi est quand même une tentation difficile à ignorer pour beaucoup d'investisseurs et de marchands. Le problème, c'est que la combine est à double tranchant. Si l'envoi de convicts en Australie a d'abord permis d'accélérer l'immigration libre sur ces terres, il devient vite évident que leur présence s'apparente maintenant davantage à un répulsif. Et voilà donc que convergent les intérêts de la couronne avec ceux des colons. La solution est simple. Il s'agit de l'arrêt de la transportation. Le 22 mai 1840, Londres suspend donc l'envoi de convicts en Nouvelle-Galles du Sud. Ça y est, la colonie pénitentiaire n'est plus, du moins pour les quelques prochaines années. Vous savez maintenant pourquoi les premiers colons britanniques ont posé leurs bagages en Australie. Mais ça appelle évidemment d'autres questions, d'autres problématiques. Comment les sites de Botany Bay et de Sydney Town se sont développés? Comment les aborigènes ont accueilli les premiers marins anglais? Même si je vous en ai parlé rapidement, on peut se poser la question. Eh bien, on peut se poser aussi la question, que sont devenus les autochtones? Je vous propose que ce soit l'objet d'une autre émission qui interviendra dans les prochains mois. Pour ce qui est de la bibliographie, je vous propose la colonisation pénitentiaire en Australie de 1788 à 1868 de Michel Bernard, James Cook et l'exploration du Pacifique de Romain Parmentier et enfin l'Australie, naissance d'une nation, des aborigènes à l'Anzac, des collections Histoire. Je remercie Lucie Devaucel pour l'écriture de cette émission. On se retrouve nous à la prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.